Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se passe également très bien. C'est avec un réel plaisir toujours partagé que je prends la parole afin de vous parler de l'actualité fiscale en Côte d'Ivoire. Trois choses à retenir. Trois. Oui, trois. Un, deux, trois. Éducation fiscale, information fiscale, mais aussi et surtout le conseil fiscal. Donc, avant de poursuivre, likez, activez la cloche et partagez. Aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée en matière des impôts fonciers et nous parlerons principalement de l'impôt sur le patrimoine foncier. La vidéo précédente a consisté à parler de l'impôt sur le revenu foncier. Donc, quoi de plus normal de poursuivre dans cette lancée, sur cette lancée et de vous parler de l'impôt sur le patrimoine foncier. Et comme il est d'usage en matière d'études d'une nature d'impôt, nous traiterons du champ d'application qui comprend les personnes et les activités imposables. Ici, il s'agira des propriétés imposables parce que c'est un impôt qui frappe les immeubles. Ensuite, nous parlerons des exemptions, des exonérations du taux des obligations fiscales et nous terminerons par, on va dire, l'assiette, si vous voulez, la base imposable et les sanctions en cas de non-déclaration des revenus qui résultent de vos biens immeubles. Donc, sans tarder, nous débutons par l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties. Pour rappel, comme je l'ai dit, il y a deux types d'impôts fonciers. Il y a l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur le patrimoine foncier. Mais concernant l'impôt sur le patrimoine foncier, il y a l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties et l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties. Donc cette précision, on valait la peine avant de poursuivre. Parce qu'on est dans une matière où les choses sont pointues. Il ne faut pas se laisser aller à certaines choses, même si certains éléments nous manquent. Mais quand cela nous revient, il est important, très important de le relever. Sinon mes pères ils vont m'allumer ici. Ils vont dire quel est ce plaisantin qui vient se jouer les connaisseurs en griffe. Sans tarder, nous poursuivons. Le champ d'application de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Propriétés imposables. Les propriétés imposables sont les mêmes que celles énumérées à l'impôt sur le revenu foncier. Si vous avez suivi la vidéo précédente, nous avons parlé de tous les immeubles qui sont imposables à l'impôt sur le revenu foncier. Et cette phrase-là nous dit que les propriétés imposables à l'impôt sur le revenu foncier sont les mêmes qui sont imposables à l'impôt sur le patrimoine foncier. C'est ce qu'il faut retenir. Aussi, nous avons parlé des exemptions. Et ces exemptions-là sont énumérées par les dispositions de l'article 151 du Code général des impôts. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous n'allons pas trop nous attarder. Le plus important ici, pour cette nature d'impôt, c'est de traiter de la détermination de la matière imposable. Et nous parlerons successivement de trois choses: la base imposable, la valeur locative et ensuite les personnes imposables ou les débiteurs de l'impôt foncier. Donc, nous débutons par la base imposable. La base imposable en ce qui concerne les entreprises et les personnes morales est identique à celle définie à l'impôt sur le revenu foncier. Vous voyez qu'on revient toujours en arrière. Ensuite, la valeur locative. La détermination de la valeur locative obéit aux mêmes principes et règles que ceux de l'impôt sur le revenu foncier. Les personnes imposables et les débiteurs de l'impôt.
l'impôt foncier sur le patrimoine des propriétés bâties. L'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties est dû pour l'année entière pour le propriétaire ou le possesseur au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est quasiment la même chose qu'on a dit concernant l'impôt sur le revenu foncier. En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier dont le nom figure sur le rôle à la suite de celui du propriétaire. En cas de bail amphithéotique, l'impôt est dû par le preneur ou l'amphithéothèque pour les constructions édifiées sur le terrain. Donc c'est identique à ce que nous avons dit. Par contre, relativement au taux de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties, là, il y a une différence et il faut faire attention. Le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier des immeubles bâtis et non bâtis productifs de revenus fonciers est fixé à 9%. Il est porté à 11% en ce qui concerne les entreprises et les personnes morales, à l'exception des sociétés civiles immobilières de copropriété. Le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier est porté à 15% de la valeur locative des immeubles appartenant aux personnes morales et aux entreprises et affectés à leur activité, à l'exception des sociétés civiles immobilières de copropriété. Toutefois, il est prévu un taux dérogatoire de 3% dans les cas suivants. Une seule habitation occupée par le propriétaire à titre d'habitation principale. Une seule résidence secondaire à usage personnel improductif de revenus fonciers. L'application du taux est subordonnée à la production d'un certificat de résidence secondaire établi par la Direction générale des impôts. Les immeubles bâtis appartenant aux sociétés civiles immobilières de copropriété non productifs de revenus. Les immeubles bâtis des personnes physiques restés vacants pendant une période de 6 mois consécutifs au cours d'une même année. Le taux de 3% est porté à 4% en ce qui concerne les immeubles bâtis restés vacants appartenant à des entreprises ou à des personnes morales. Donc, après avoir parlé de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties, nous abordons la question des propriétés non bâties. Et c'est le même exercice que nous allons faire. Nous allons parler du champ d'application. Et ce champ d'application traite des propriétés imposables, des exemptions et ainsi de suite. Donc, cela est très important. C'est vrai que vous avez l'impression que les choses sont répétitives, mais faites beaucoup attention. Il y a des nuances, il y a des spécificités. Faites vraiment attention à cette nature d'impôt. Et si j'ai un conseil à donner, c'est une nature d'impôt en principe quand on l'aborde, on a l'impression que c'est la nature d'impôt la plus facile. Mais on ne tarde pas à se fourvoyer. Donc, il est vraiment important de lire, même si vous avez l'impression que ce sont les mêmes mots qui reviennent, c'est lassant, c'est énervant en fait. Lisez et imprégnez-vous. Et je le dis très bien, ce sont les impôts fonciers et non l'impôt foncier. Nous avons les impôts fonciers. Nous avons deux types d'impôts fonciers. Nous avons l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur le patrimoine foncier. Dans l'impôt sur le patrimoine foncier, nous avons deux subdivisions qui sont l'impôt sur le patrimoine foncier bâti et l'impôt sur le patrimoine foncier non bâti, dont nous allons commencer à parler tout à l'heure.
Et ensuite, il y a les prélèvements à titre d'acompte sur les loyers ces prélèvements en fait feront l'objet, on va dire quoi, d'une vidéo. Le champ d'application, précisément les propriétés imposables. L'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties frappe uniquement les propriétés non bâties urbaines. Oui, les propriétés non bâties humaines. Mon cher, c'est fonction on parle. Les immeubles urbains sont définis de façon générale comme étant les terrains situés dans l'étendue d'une agglomération déjà existante ou compris dans les limites du plan de lotissement régulièrement approuvé. Ça, c'est une information détail. Sont considérés comme immeubles urbains des terrains qui, se trouvant en dehors du périmètre des agglomérations, sont destinés à l'établissement de maisons d'habitation, factories, ce sont les usines, hein, comptoirs avec leur aisance et dépendance. Lorsque les dites constructions, ne se rattachent pas à une exploitation agricole. C'est le cas des exploitations d'EVA, de palmiers à huile, coco, de café, de cacao, d'anacarde, de bananes, d'ananas, de mangue, de canne à sucre, de citron, de papaye ou de fleurs appartenant ou exploitées par des personnes morales ou des entreprises agro-industrielles. Pour la question des exemptions, je vous demanderai de vous référer aux dispositions des articles 162 du Code général des impôts. Article 162 suivant, bien sûr, du Code général des impôts. Et pour la question de taux, le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties est fixé à 1,5% de la valeur vénale déterminée conformément aux dispositions de l'article 161 du livre du Code général des impôts. Mais ce taux et ce tarif de l'impôt est déterminé par les articles 165 du Code général des impôts. Nous abordons maintenant la question de la détermination de la matière imposable. Comment est-ce que le taux, quel élément le taux frappe, c'est-à-dire l'assiette. L'assiette ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les immeubles urbains sont imposables en raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur vénale, qui est la base d'imposition, est déterminée comme suit. En ce qui concerne les terrains urbains situés dans l'ensemble d'une agglomération déjà existante ou en voie de formation et comprises dans les limites des plans de lotissement régulièrement approuvés par les commissions communales nommées par arrêté du ministre des Finances, composées et statuant dans les conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil des ministres. Cette valeur vénale est fixée par des commissions communales pour une période d'imposition de 3 ans. Il y a un document qui paraît, qui est, si mes souvenirs sont bons, appelé la valeur vénale des terrains en fait. Et dans ce document qui est vendu à la DGI, il y a une commission qui siège, qui détermine par mètre carré et en fonction de, on va dire quoi, de l'agglomération, le coût au mètre carré des terrains. Donc vous pouvez vous en approprier. C'est un document très instructif et très important qui vous permettra de déterminer votre valeur vénale de votre terrain non bâti sur une période. Et il est important que cette commission elle siège pour 3 ans. Donc chaque 3 ans, elle siège à nouveau pour réévaluer le montant au mètre carré de ces terrains. Ensuite, en ce qui concerne les autres terrains urbains, au moyen d'actes translatifs de propriété concernant les terrains imposables ou des terrains voisins à dépôt d'actes translatifs par voie
d'estimation directe. Ensuite, nous avons la question des personnes imposables. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Ici, l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties est dû pour l'année entière par le propriétaire, le possesseur, le concessionnaire ou par le détenteur du droit de superficie. Dans les cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, les impositions sont établies de même qu'en matière de propriété bâtie. Ici, le bail emphytéotique, vous le savez, hein, l'amphithéothèque paye une partie en raison des constructions qu'il a établies sur le terrain et le propriétaire en raison du montant de la location qui détermine l'impôt foncier au fait qu'il perçoit. Donc le taux ici est de 1,5% de la valeur considérée. Ce taux s'applique à partir de la fin de la deuxième année suivant l'année d'acquisition du terrain. Obligation des redevables. Elle contient essentiellement au dépôt d'une déclaration annuelle et du recouvrement de l'impôt foncier. Et pour ce qui est de l'impôt foncier, vous savez que la déclaration est annuelle. Et cette déclaration elle diffère selon que les dates diffèrent selon que nous soyons une personne physique ou une personne morale. L'année fiscale 2016 a réaménagé la date de dépôt des déclarations foncières des entreprises et des personnes morales. Ainsi, en ce qui concerne les entreprises et les personnes morales, les déclarations foncières doivent être souscrites au plus tard le 15 de chaque année. Quant aux personnes relevant de la direction générale des grandes entreprises et des moyennes entreprises, cette date est fixée au 10, 15, 20, selon que vous soyez une entreprise industrielle, pétrolière ou minière, une entreprise commerciale ou une entreprise de prestation de services. Ainsi, pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base au calcul des impôts sur le revenu foncier et sur le patrimoine foncier et des taxes annexes, les propriétaires personnes physiques et en cas de sous-location, les locataires principaux ou des gérants d'immeubles sont tenus de souscrire une déclaration au service d'assiette des impôts du lieu de situation de l'immeuble entre le 1er octobre et le 15 novembre. Donc, le recouvrement de cet impôt-là se fait de la manière suivante et les dispositions de l'article 179 du Code général nous en dit plus. Au terme de cet article, les impositions sont établies par la Direction générale des impôts à partir des valeurs vénales, des valeurs locatives, des valeurs brutes. Dans le cas où le débiteur légal ne peut être atteint, l'impôt est exigible de tout locataire ou sous-locataire, mais seulement à concurrence de la somme due par lui à l'intéressé. Pour les entreprises individuelles et les personnes morales, le montant de la cotisation est payé en 2 fractions, au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque année. Et je précise que pour les personnes physiques, le paiement de l'impôt foncier est fractionné en 4 paiements. Les pénalités. En cas, et les pénalités sont régies par les dispositions des articles 161 et 162 du livre de procédure fiscale. Et ces articles nous disent ceci. En cas de paiement tardif de l'impôt foncier, un intérêt de retard de 5% est exigé. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5%. Sur le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement, le paiement n'est pas effectué. Une majoration de 10% est appliquée. L'insuffisance de déclaration est sanctionnée par une majoration
de 15% si le montant des droits correspondant aux insuffisances n'excède pas le quart des droits réellement dus. Cette majoration est portée à 30% de ce montant si ce montant est supérieur au délai des droits réels dus, au détail des droits réels dus. En cas de manœuvre frauduleuse, cette majoration est portée à 100%. Donc, les droits afférents aux déclarations souscrites hors délai légaux sont passibles d'une majoration de 10%. Si cette situation n'a pas été régularisée dans un délai de 30 jours suivant une demande de l'administration, cette majoration est portée à 50%. En l'absence de déclaration, une procédure de taxation d'office peut être envisageable, pour ne pas dire envisagée. Dans ce cas, les droits mis à la charge des contribuables sont passibles d'une majoration de 50%. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir en matière d'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties et des propriétés non bâties. Désolé, c'est tout. Donc, je clôt par c'est tout, qui me donne le signe qu'il faut arrêter parce que la vidéo elle est un peu plus longue que d'habitude. Donc, aujourd'hui, vous savez ce que c'est que l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties et non bâties. Donc, 3 choses à retenir. Le pouce, on active la cloche et on partage. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo.